C'est bon. Ah, parfait. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Enchantée, moi je m'appelle Fanny, je suis account manager chez WooClap. On va être ensemble pendant ce webinaire pendant 45 minutes pour parler du coup du lien entre design pédagogique et formation. Donc je vais attendre quelques secondes, le temps que tout le monde nous rejoigne. En attendant, n'hésitez pas à nous dire bonjour dans le chat qui est à droite de votre écran pour bien voir si ça fonctionne. Nous, de notre côté, on voit déjà les bonjours arriver, donc merci pour ça. Et voilà, je vous encourage pour info à poser toutes vos questions ou commentaires, remarques, réflexions dans le chat pour aussi qu'on ait votre avis sur ce qu'on est en train de raconter aujourd'hui. Et aussi, en fait, vous pouvez télécharger, si ça vous intéresse, en haut de l'écran, juste à côté du bouton noter le webinar, en fait, la présentation, tout simplement. S'il y a du contenu qui vous intéresse, n'hésitez pas à le faire. Vous avez juste à télécharger, à mettre votre mail et puis vous recevrez tout. Donc voilà, aujourd'hui, il y a Afisha qui est avec moi de Canva. Et pour info, il y a également Mélissa qui est en train de faire passer les slides et Charlotte qui sera là aussi pour répondre à vos questions dans le chat s'il y en a plus des questions techniques, par exemple. Donc, je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes encore qui continuent à se connecter pour nous faire patienter. Je vais vous inviter, s'il vous plaît, à soit scanner le QR code qui est affiché à l'écran, soit directement cliquer sur le lien qui va être partagé dans le chat que Charlotte vient de faire à l'instant pour répondre à une petite question au clap qui va permettre de notre côté de mieux comprendre qui vous êtes aujourd'hui et quelle est votre profession. Voilà, je vais laisser aussi quelques secondes le temps que tout le monde soit scanne le QR code, soit clique sur le lien de connexion qui est dans le chat. Parfait, je pense qu'on va pouvoir lancer la question du clap. Alors, du coup, quelle est votre profession? Ça, on est assez curieux avec Afisha aujourd'hui de savoir un peu ce que vous faites dans la vie. C'est assez varié. Je vois qu'il y a des formateurs, des formatrices, des ingénieurs pédagogiques, une grande partie autre. N'hésitez pas à le préciser dans le chat. C'est vrai que autre, c'est assez vague, donc n'hésitez pas à le dire. Super. Il y a aussi des enseignants, des enseignantes. Alors, le lien, normalement, si vous remontez un peu la conversation, il a été mis dans le chat. Super, merci beaucoup pour vos réponses. Ça fait plaisir de savoir un peu plus qui vous êtes et ce que vous faites. Et ça vous a permis aussi de un peu plus découvrir l'outil WooClap directement en utilisation. On va pouvoir passer à la slide suivante. Donc, brièvement, WooClap, pour vous expliquer un peu, c'est un outil pédagogique en fait qui a été vraiment créé pour mieux capter l'attention, favoriser l'engagement et également en fait mesurer le degré de compréhension d'apprenants, d'apprenantes, soit dans le cadre de formation ou alors aussi dans le cadre de réunions ou d'événements assez divers et variés via des questions interactives. Donc, une question comme celle que je viens de vous poser aujourd'hui. Le but, voilà, c'est de créer des questions interactives en temps réel et de permettre de mieux engager en fait l'audience qui est en face de nous. On va passer au sommaire. Donc aujourd'hui, on va développer 3 grands axes. Le premier est celui du design pédagogique en 2023 dans la formation. Donc on va vraiment développer, définir le design pédagogique, voir aussi l'intérêt du design pédagogique aujourd'hui dans le cadre de formation. Ça sera la première partie. En seconde partie, des 4 piliers du visuel de formation. Et enfin, en troisième partie,
ça sera plus une partie assez concrète, tips, les essentiels des outils de l'intelligence artificielle. Le but, c'est vraiment de vous donner des conseils pratiques et des mises en application, en fait, vraiment concrètement de ce qu'on vient de développer pour vous aider aussi, vous, au quotidien. Du coup, Afifia, je t'invite à développer la partie Canva et à te présenter. Merci. Merci Fanny. Bonjour tout le monde, donc, moi je suis Afifia, je suis Content et Social Media Manager chez Canva France. Et donc je m'occupe de la création de contenu pour les campagnes, les réseaux sociaux et puis tout ce qui relève des partenariats de contenu comme aujourd'hui. Je travaille pour Canva. Canva, c'est un outil qui a été créé il y a une petite dizaine d'années par Melanie Perkins. C'est australien, parce que beaucoup de gens croient que c'est américain, mais pas du tout. C'est australien. Et ça a été créé par Melanie Perkins qui donnait des cours de création graphique à la fac. Elle s'est rendue compte que ses élèves mettaient plusieurs mois à ne serait-ce que maîtriser les boutons des outils de création traditionnels. Et c'est comme ça qu'elle a imaginé un outil, qu'elle s'est demandé comment on pourrait créer un outil pour simplifier la création de contenu. Mais c'est intéressant, pourquoi je voulais vous le mentionner aujourd'hui, parce qu'on parle de design pédagogique, donc on parle de formation, on parle de transmission de connaissances et d'informations. Et en fait, c'est intéressant de savoir que cette problématique-là, elle est inhérente à la création de Canva et que c'est une thématique qui est très importante pour nous. Donc, on va commencer par la première partie. On va donc aborder le design pédagogique en 2023. La partie en 2023 est très importante parce que le design pédagogique il y a 5 ans, ce n'est pas le même que le design pédagogique aujourd'hui. Et celui d'aujourd'hui est probablement très différent de celui qui va apparaître dans 5 ans avec l'explosion des intelligences artificielles et des nouveaux modes d'apprentissage et de partage d'informations et de connaissances. Donc, on commence d'abord par définir le design. C'est très important de définir le design parce que beaucoup pensent que le design, c'est une question d'esthétique et que c'est une question de création visuelle, de création artistique, créative, etc. D'abord, le design, c'est une solution d'amélioration. Ça n'a rien à voir avec l'esthétique à la base. L'esthétique, c'est un plus. Mais à la base, le design, c'est vraiment une solution d'amélioration et c'est aussi une démarche de facilitation. Quand on fait du design, on se demande comment on peut simplifier, comment on peut rendre accessible. Par exemple, une chaise, on va créer une chaise, donc c'est un objet de design qui est très connu, hein, c'est un objet phare dans le design, mais pour autant, quand on crée une chaise, ça a l'air d'être un objet qui est très simple, mais en fait, c'est un des plus difficiles à faire parce qu'il faut essayer d'accompagner l'ergonomie naturelle du corps et c'est très compliqué de faire une chaise sur laquelle on peut se sentir confortable. Ça, c'est l'exercice, on va dire, ultime. Mais là, quand on parle de design, de création visuelle, ou en tout cas quand on utilise Canva, on va parler, il faut garder en tête la question de la solution, la question de la facilitation. On est là pour concevoir, c'est-à-dire qu'on va créer quelque chose, on va imaginer. En gros, on va essayer de matérialiser un médium et essayer de représenter dans ce médium ce qu'on souhaite transmettre à l'audience. Donc, on doit vraiment développer cette question de conception, d'imagination. On parle également d'identité visuelle quand on parle de design et puis surtout, quelque chose qui est très important, c'est la question de l'humanisation. L'humanisation dans le design, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir une approche empathique pour se mettre à la place de l'autre et ainsi lui proposer non seulement les meilleures solutions visuelles, mais aussi les meilleures solutions éducatives et c'est encore plus important dans le cadre de la formation. La différence entre design et design pédagogique, c'est, on va dire, une différence de mise en forme, mais la démarche est exactement la même. On est toujours dans une approche de solution, sauf que la solution, elle n'est pas axée ergonomie, elle est axée apprentissage. Donc, on est vraiment sur une solution d'apprentissage. On doit toujours garder la question de la simplification aussi. C'est-à-dire que quand on veut apprendre, quand on veut enseigner, quand on veut partager une information ou mettre en place une formation, il faut toujours la rendre accessible et pour la rendre accessible, il faut toujours chercher le moyen le plus simple et le plus facile de mettre en forme vos connaissances. Donc, il faut bien sélectionner ses supports. Un design pédagogique, c'est d'abord un support pédagogique. Ne pas hésiter à utiliser la créativité. Pourquoi je le mentionne? Parce que là, on arrive dans l'ère de l'IA. On est déjà en train de voir à quel point les nouveaux outils sont en train d'exploser et d'accélérer de façon assez impressionnante la façon dont on apprend les choses, la façon dont on se forme. Quelle va être la différence entre un robot et un humain? Qu'est-ce que l'humain peut apporter si le robot peut permettre d'apprendre et d'avoir des connaissances de façon beaucoup plus rapide que l'humain? La différence, ça va être la créativité, ça va être l'empathie, ça va être d'essayer de mettre dans ces supports pédagogiques ce qu'aucun robot ne peut mettre. Et là encore, du coup, c'est ce qui va permettre d'établir une connexion intellectuelle et ça fait écho à l'humanisation dont je parlais juste avant.
La connexion intellectuelle, la créativité, c'est ce qui va favoriser l'humanisation et c'est ce qui va favoriser aussi la mémorisation. Parce que c'est comme quand vous scrollez ou quand vous lisez un livre ou quand vous regardez un film, etc. À un moment donné, pour que ça percute quelque chose dans votre cerveau, dans votre esprit, il faut qu'il y ait une connexion, il faut qu'il y ait un lien. Donc voilà, je pense que Fanny va entrer un peu plus en détail Belle transition, merci pour ça. Oui, en effet, moi, mon but là, c'est de vous expliquer en fait tout simplement ce qui se passe dans le cerveau de vos apprenants et pour se faire mieux développer en fait avec vous le concept de neurosciences. Donc aujourd'hui, ce qui est assez sympa, c'est qu'en fait, on comprend mieux comment fonctionne le cerveau grâce à de nombreuses recherches qui ont été élaborées depuis quelques décennies. Et ça permet vraiment en fait d'ouvrir de nouvelles perspectives sur de meilleures pratiques pédagogiques qui sont tout simplement mieux adaptées en fait au fonctionnement du cerveau pour vraiment avoir des formations qui sont beaucoup plus impactantes et pour avoir un apprentissage en fait qui est plus durable et plus adapté aussi aux besoins de vos apprenants et apprenantes. Donc c'est en 1949 que Donald Hebb, qui est un chercheur canadien, et en fait c'est le précurseur de la neuroéducation, qui montrait que quand le cerveau apprend, il y a des neurones qui s'activent entre eux et qui se relient, et ça produit en fait des nouveaux réseaux de neurones. Et du coup, en fait, suite à ces recherches-là, il y a eu d'autres chercheurs aussi qui ont développé ces idées. Il y a eu deux concepts qui sont nés, celui des neurosciences, le fait que justement, en fait, c'est des sciences qui étudient le système nerveux, donc le cerveau, et la neuropédagogie ou neuroéducation, donc les deux termes sont similaires. Ça, c'est vraiment une branche des neurosciences, du coup, mais qui étudie le système nerveux spécifiquement dans l'apprentissage. Donc voilà, il y a ces deux grands concepts qui ont évolué et qui aujourd'hui ont fait vraiment une progression fulgurante. Et du coup, c'est toujours en constante évolution, donc on est toujours un peu en train de se demander comment ça fonctionne, etc. Et aujourd'hui, ce qui serait intéressant de voir avec vous, justement, la question où CLAP a été lancée, c'est de distinguer quels sont les neuromythes, donc ces croyances en fait qu'on lit, qu'on peut entendre autour de nous, qui sont pas forcément vraies du coup par rapport au fonctionnement du cerveau, et d'autres pour le coup qui le sont. Et moi là, j'aimerais avec vous plus en fait déconstruire quelques neuromythes pour pas vous amener dans la mauvaise direction et bien vous réexpliquer les principes fondamentaux, je dirais, des neurosciences. Donc, merci pour vos réponses. Il y a déjà pas mal de personnes qui répondent sur la question. J'espère que vous pouvez bien accéder à la plateforme de réponse. Je vois que Charlotte a encore remis le lien à cliquer sur le chat, donc n'hésitez pas à le faire pour ceux et celles qui n'ont pas encore répondu. On va attendre quelques secondes avant de annoncer les bonnes réponses ou la bonne réponse. Parfait. Je pense que Mélissa, tu vas pouvoir afficher la réponse correcte. Alors, il y avait beaucoup de neuromythes. Du coup, vous avez été nombreuses à les détecter. Et du coup, une proposition qui n'est pas un neuromythe et qui a été prouvée scientifiquement, que je vais développer juste après. Pour revenir par rapport aux neuromythes qui ont été développés ici et mis en avant, il y a un neuromythe qui est revenu assez souvent, et j'étais la première d'ailleurs à y croire, notamment quand j'étais en prépa. Je me souviens que je m'étais dit que j'étais plus du style en fait à retenir les informations en écrivant, et ça c'est vraiment un neuromythe qui ressort du fait qu'en fait on a ça consiste à dire qu'il y a des styles d'apprentissage, le fait qu'il y a une personne qui va être plus de style visuel ou auditive, alors que c'est pas le cas. En fait, ça n'a pas été prouvé scientifiquement, ou il n'y a pas de preuves biologiques derrière, qu'on va avoir tendance en fait à mieux apprendre en fonction de qui on est, d'une manière ou d'une autre. Ce qu'on va montrer après, c'est que c'est justement en créant un contexte d'apprentissage qui est assez riche et qui permet justement bien focaliser son attention, que là on va pouvoir apprendre de manière durable. Ça, c'était le premier mythe du coup sur les styles d'apprentissage. Le deuxième mythe, c'est celui que vous avez peut-être déjà entendu parler aussi, sur le cerveau gauche et droite. Donc le fait qu'en fait il y ait des personnes qui sont catégorisées comme ayant un cerveau droit, donc plutôt créatif et émotif, alors qu'il y a d'autres personnes qui ont plus un cerveau gauche qui est plus en fait logique, analytique. Et en fait ça, c'est pas vrai non plus. Il n'y a pas de cause biologique.
Bien sûr, on a tous et toutes un peu des différences dans le sens où il y a certaines personnes qui vont être plus créatives, d'autres plus logiques, mais il n'y a pas de cause biologique qui vous prédestine en fait à être un type de personne ou l'autre. Ça, c'était un autre mythe. Et enfin, le dernier mythe que je voulais aborder avec vous, voilà, c'est celui aussi des intelligences multiples. Donc, le fait qu'en fait, il y ait plusieurs formes d'intelligence qui opèrent depuis en fait des régions différenciées et spécifiques du cerveau en traitant des informations de nature spécifique, par exemple des infos spatiales, mathématiques, musicales. Et en fait, ça, c'est pas vrai non plus. Il y a eu très peu d'études pour l'instant qui ont pu vérifier en fait la validité de cette théorie-là. Et c'est pas vérifié. Donc voilà, c'était juste pour revoir avec vous un peu ces neuromythes. Et maintenant, ce que j'aimerais aborder, donc oui, Mélissa, merci, tu peux passer à la slide suivante. C'est du coup une théorie qu'on aime beaucoup chez WooClap, qui n'est du coup pas un neuromythe, mais qui a été prouvée scientifiquement, qui est celle en fait des 4 piliers de l'apprentissage. Donc c'est une théorie qu'on aime bien parce qu'en fait elle est très concrète et elle vous permet concrètement d'avoir un peu un plan d'action pour prendre en compte ces 4 piliers pour vraiment favoriser l'apprentissage de vos apprenants et apprenantes et donner un cadre de formation qui est vraiment adapté et qui en fait se fonde directement sur une théorie des neurosciences. Donc pour vous expliquer un peu, c'est Stanislas Dehaene, qui est neuroscientifique et professeur au Collège de France, qui a mis en place ces 4 piliers de l'apprentissage. Donc on a le premier pilier qui est l'attention. Le deuxième, c'est l'engagement actif. Le troisième, c'est le retour sur l'erreur. Et le dernier, c'est la consolidation. Donc, pour développer le premier pilier, donc l'attention, ça, je pense que vous le savez encore mieux que moi si vous êtes dans le contexte de formation, que vous soyez formateur, ingénieur pédagogique ou autre. C'est compliqué parfois d'être en face d'une audience qui est très connectée, qui va facilement en fait tout simplement être déconcentré parce que voilà, vos apprenants et apprenantes sont sur leur téléphone, vous ne savez pas trop s'ils vous écoutent ou pas. Et du coup, l'attention, c'est vraiment essentiel. Et capter l'attention de vos apprenants et apprenantes, c'est quand même un enjeu aujourd'hui. Et pour ce faire, ce qui a été mis en avant notamment dans l'étude de Stanislas Dehaene, c'est le fait que c'est assez utile en fait de prendre le temps d'avoir un moment d'interactivité, comme par exemple la question WooClap interactive que je vous ai lancée au début de notre échange, pour en fait interagir et refocaliser l'attention sur le sujet d'une formation par exemple. Donc ça, c'est le premier pilier. Pour aller au deuxième pilier, donc bien sûr, les 4 piliers sont intrinsèquement liés. Pour aller au deuxième pilier, c'est celui de l'engagement actif. Donc ce qu'il faut comprendre, en fait, tout simplement, c'est que notre cerveau, c'est vraiment une machine à formuler des hypothèses qu'on valide ou qu'on invalide en fonction des situations. Et en fait, pour valider ces hypothèses et pour formuler ces hypothèses et pour du coup s'engager, l'apprenant ou l'apprenante va devoir se poser des questions. Et du coup, ce qui est intéressant ici, c'est de le prendre en compte et en fait, encore une fois, de créer un cadre où vous allez en fait poser des questions à vos apprenants et apprenantes, formuler des hypothèses, leur faire montrer ce qui est vrai, ce qui est faux, pour en fait vraiment mieux les engager dans le cadre de votre formation. Troisième pilier, du coup, le retour sur erreur. Donc ça, c'est lié voilà, à ce qu'on appelle feedback en anglais et rétroaction, du coup, pour rester en français, qui est bien sûr essentiel dans l'apprentissage. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte, notamment par rapport via cette étude, qu'en fait, avoir un retour qui soit positif ou négatif, c'est-à-dire que vous soyez en train de corriger une erreur ou que vous soyez en train de justement féliciter la personne qui a répondu juste, avoir un retour qui est direct juste après en fait que la question a été posée, ça va vraiment favoriser l'apprentissage sur le long terme et en fait renforcer les connexions neuronales liées à l'apprentissage. Donc ça, c'est assez intéressant voilà, d'avoir un retour sur erreur qui est assez rapide dans le contexte de la formation. Et enfin, dernier pilier, parce que c'est vrai que si on retient sur le moment, mais qu'après on oublie tout, l'intérêt de la formation et de l'apprentissage va être assez limité. Donc, dernier pilier essentiel, c'est celui de la consolidation. Donc, pour ça, en fait, ce qui est important, c'est de tout simplement répéter, répéter, répéter.
Et l'objectif final, c'est d'arriver à un automatisme. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on sait depuis toujours, entre guillemets, qui vont devenir automatiques. Et ça va être la même chose dans le contexte de formation. Réussir en fait à développer des automatismes chez vos apprenants et apprenantes. Et en fait, pour vous expliquer un peu en termes neuroscientifiques, ce qui a été observé, c'est que plus les mêmes chemins neuronaux sont empruntés, plus en fait l'effort fourni en termes d'activité neuronale pour répondre à une question, par exemple, va être important. Va être faite, pardon, c'est ça. Donc, en fait, ça va être de plus en plus devenir un automatisme. C'est comme, par exemple, si vous prenez un chemin en forêt, au début, le chemin n'a pas été créé, et à force de marcher toujours sur le même chemin, en fait, au fur et à mesure, avec la répétition, le chemin va être créé et va être emprunté de manière assez automatique. Donc voilà, ça c'était par rapport au dernier pilier. Et du coup, vous l'avez compris, le but de cette théorie et pourquoi on l'aime bien chez WooClap, c'est qu'en fait, en prenant en compte ces 4 grands piliers, on va pouvoir vraiment donner un contexte de formation qui est hyper utile et qui va vraiment permettre d'avoir un apprentissage qui est optimal. Et c'est en posant des questions durant une formation, en créant de l'interactivité, en créant des moments en fait clés spécifiques où vous demandez à vos apprenants et apprenantes ce qu'ils en pensent, ce qu'ils ont retenu, que vous directement vous pouvez en fait revenir sur leurs erreurs ou autres, qui va y avoir en fait un apprentissage qui est durable sur le long terme. Donc voilà, c'était par rapport aux neurosciences. Maintenant, on va passer un peu plus de temps sur les images et leurs liens avec le cerveau. Donc, Afifia, je te laisse reprendre la main là-dessus. Merci Fanny. Merci aussi pour le partage de ces 4 piliers, effectivement. C'est très intéressant et ça évoque surtout quelque chose de particulier, c'est que ce que ça dit surtout, c'est que le mode d'apprentissage et le mode d'enseignement changent complètement et qu'on est vraiment dans une vraie transition. Parce que ça, c'est pas quelque chose forcément qu'on apprenait aux profs à la fac avant d'enseigner. C'est vraiment, en fait, justement, la connaissance et le progrès au niveau des neurosciences a permis un vrai progrès et une vraie considération de la question de l'apprentissage. Qu'est-ce qui fait qu'on apprend? Qu'est-ce qui fait qu'on a plaisir à apprendre? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Et la question du plaisir, elle est très importante. Là, on est un peu dans l'ère du divertissement, c'est-à-dire le fait d'avoir accès à un smartphone et d'avoir accès à ce genre d'outils, ça nous habitue à l'instantanéité, au plaisir, au divertissement, et c'est quelque chose qu'on veut garder, si bien que un mode d'apprentissage qui est considéré comme trop rébarbatif ou qui ne cherche pas l'engagement, justement, et qui ne fait pas attention à l'attention pour justement détourner le problème, le phénomène de déconcentration qu'on rencontre tous aujourd'hui. C'est forcément une formation qui ne va pas avoir un impact si ces éléments-là ne sont pas pris en compte. Et donc, en plus de ces 4 piliers, il y a la question du positionnement qui entre en compte. Forcément, comme les modes d'apprentissage changent, le positionnement change. Et quand on apprend, quand on veut apprendre, quand on veut se former, on n'est plus aujourd'hui dans un rapport d'inégalité entre l'appreneur et l'apprenant, entre l'enseignant et l'élève. On est plutôt dans un rapport d'égalité dans cet apprentissage-là. Cette égalité, elle implique aussi de l'empathie, parce qu'on n'est pas dans une attitude autoritaire, on est dans un partage, on va donner envie, et c'est comme ça qu'on va apprendre. Tous les youtubeurs, les tiktokers, etc., qui partagent énormément de savoir sur les réseaux, ils ont justement ce positionnement-là, et c'est ce qui fait que les gens sont attirés, et qu'en plus d'être attirés, ils ont envie d'apprendre. Donc, le positionnement, un positionnement qui est basé sur l'égalité et plus sur la position de dominant-dominé ou d'apprenant et d'ignorant, ça va déjà faciliter la transmission. Dans le cadre du rapport de l'apprenant et de l'appreneur, c'est important de prendre en compte que là, on rentre dans une ère où on est en apprentissage continu. On se forme de façon continue. Là, par exemple, on voit l'intelligence artificielle qui arrive. On est tous obligés de prendre le train en route et d'essayer de s'adapter, etc. Parce qu'on sait que c'est comme ça que le monde est en train de devenir. Ces outils sont en train vraiment d'intégrer notre quotidien, un peu comme le téléphone il y a quelque temps, sauf que les impacts sont différents. Donc, on est obligé d'être dans un état d'esprit d'apprentissage continu. Et forcément, si vous avez en face des gens qui sont en apprentissage continu, l'exigence augmente. Et puis, on est plus dans une ère de connaissances partagées. C'est-à-dire que moi, je vais, par exemple, voilà, je fais un webinaire, mais demain, ça peut être vous qui allez m'apprendre quelque chose. Et on est comme ça dans un écosystème de connaissances partagées qui prend de plus en plus de poids. Et la connaissance, contrairement à l'argent, plus on en donne et plus on en a.
Donc, c'est un cercle vertueux qui est en train là de s'entretenir. Le deuxième point, c'est la relation. Je vous parlais de connectivité intellectuelle, je vais vous parler aussi d'humanisation quand on est dans une approche de design pédagogique. Ce qui compte, c'est d'établir une connexion humaine. La connexion humaine dans le cadre du design pédagogique et dans le cadre d'un support pédagogique, elle se joue en 2 points. D'abord, ça va être le fait d'exprimer votre personnalité. Tout à l'heure, je vous disais que il est important d'apporter une valeur ajoutée par rapport à un apprentissage qu'on pourra obtenir à travers une intelligence artificielle, par exemple. C'est important de montrer qui vous êtes et de faire ressortir dans vos supports votre personnalité. Sinon, tous les documents de formation pourraient se ressembler et il n'y aurait là aucune valeur ajoutée à opter ou à suivre une formation. Donc ça va être un élément différenciant majeur. L'autre élément différenciant, ça va être la force d'influence. Et la force d'influence, elle se joue dans l'utilisation des images. Comment on va utiliser les images, comment on va créer le contenu, c'est ce qu'on va voir juste après. Et le dernier point, c'est la facilitation. Quel que soit le type de support que vous créez, quelle que soit la formation que vous mettez en place, ayez toujours en tête de privilégier la qualité à la quantité. Il y a un biais humain qui fait que l'humain a tendance à ajouter des éléments. On aime remplir les choses. Alors que dans le cadre d'une formation, d'une transmission, d'un enseignement, il est important de savoir synthétiser et de privilégier la qualité à la quantité, de ne pas mettre énormément d'informations. Ça se retrouve sur les documents pédagogiques et sur les supports de formation aujourd'hui, mais c'est exactement le même levier qui se joue dans les vidéos ou sur les contenus sur les réseaux sociaux. On sait que ce qui va attirer, ce qui va faire que les gens vont rester et qui vont être, alpagués en tout cas par votre contenu, ça se joue même pas dans les premières minutes, ça se joue dans les premières secondes. Donc, il faut savoir être synthétique et il faut savoir capter l'intérêt très rapidement. Là, on va passer à la partie 2, donc les 5 piliers du design pédagogique. Parmi les 5 piliers, donc on va voir ça en détail, mais juste pour faire un récap, un support de formation réussi, c'est d'abord un système visuel cohérent. Donc, un système visuel cohérent, c'est un système visuel où, quand on le voit, il y a une harmonie qui se dégage. Et toujours pour en revenir aux neurosciences, vous savez, parfois, on peut scroller sur Instagram et on va cliquer, on va s'arrêter sur une image, on ne sait pas vraiment pourquoi on s'arrête sur son image. Nous, on ne sait pas pourquoi on s'arrête sur cette image, mais notre cerveau sait pourquoi il s'arrête sur cette image. Parce qu'il y a des leviers universels, que ce soit le contraste, le jeu de contraste, le type de typographie que vous allez utiliser, la façon dont vous avez composé votre image, même si vous l'ignorez, votre cerveau sait qu'il est attiré par cette image parce que ça répond à des instincts plus ou moins inconscients. Donc ça, c'est important, on va voir ça après. L'autre point, c'est la structure hiérarchisée qui appartient au système de visuel cohérent. C'est également l'expression, le texte et la typo. Ce sont 3 éléments qui sont très importants parce que ce sont les vecteurs principaux de votre personnalité dans votre support de formation. On ne va pas, par exemple, utiliser une typo gothique pour faire un template ou une plaquette de présentation d'une crèche. Voyez. Donc, en fait, il faut essayer de toujours se demander quelle typographie peut représenter ma personnalité. Et puis, enfin, c'est la simplicité visuelle. On retourne toujours à ça. On entre vraiment dans le vif du sujet. Les 5 piliers, il y en a 5. Alors, les pros du design pédagogique vont me taper sur les doigts parce qu'effectivement, il y en a beaucoup plus. Mais on va dire que ça, c'est vraiment les basiques et les essentiels à connaître. Si vous connaissez cela, votre support de formation est déjà correct. On est déjà dans une belle catégorie. 5 piliers, donc, sujet, couleur et contraste, équilibre et hiérarchie, espace et simplicité. On commence avec le sujet. Quand on parle de sujet, on parle évidemment donc de la thématique. On va aborder le texte. Quand on parle de texte, on parle d'alignement. Il faut qu'un texte soit aligné et correctement aligné. On parle également de la police ou de la typographie. Et en fait, tout ça, ce sont des éléments qui vont favoriser la réception des informations. Au niveau neuroscientifique et au niveau cognitif, l'alignement du texte et plus particulièrement les textes en fait que les images, parce qu'il peut y avoir des problèmes d'accessibilité, de gens qui ont de la dyslexie, qui ont des problèmes de lecture ou des choses comme ça. Et donc, il faut pouvoir considérer ça et prendre ça en compte. Quand on parle de texte, donc, on parle d'alignement, de typographie et de hiérarchie. Il y a 2 types d'alignement qu'on va favoriser sur un support de formation. Il y a d'abord l'alignement à gauche et l'alignement justifié. Ce sont les 2 types d'alignement à prioriser. Les autres, on les oublie. Donc, les autres qui sont juste dans la slide d'après. On peut voir qu'il y a donc l'alignement centré et l'alignement à droite. L'alignement centré, sauf
Si vous faites un contenu à type artistique, créatif, une poésie ou un contenu très libre, voilà, pour les réseaux par exemple, on va éviter le centré qui n'est pas le plus optimal pour favoriser la mémorisation et l'apprentissage. L'autre type d'alignement, l'aligné à droite, on va également l'éviter, tout simplement parce qu'on ne lit pas de droite à gauche, mais on lit de gauche à droite. Ce n'est pas le cas dans les pays où on lit de droite à gauche, évidemment. Quel que soit le type de typographie, quelle que soit la typographie que vous choisissez, il y a déjà un gros warning à faire. On n'utilise pas plus de 2 à 3 polices maximum. Vous pouvez en utiliser 3 si vraiment voilà, vous êtes à l'aise avec 2, en sachant qu'en utilisant 2 typographies maximum, on peut déjà jouer sur les tailles, les gras, les couleurs et donc apporter déjà suffisamment de variété. Je le précise parce que c'est une erreur qui est très courante. Beaucoup de gens mettent beaucoup de typographie, surtout les débutants. Quand on débute en design, on a envie de mettre plein de choses différentes. On a l'impression que plus c'est complexe, plus c'est beau, alors qu'en fait, c'est complètement le contraire. Je vous ai mis sur cette slide-là, vous pouvez peut-être la mettre, faire une capture d'écran si vous le souhaitez. Je vous ai mis des typographies qui sont tendance en ce moment sur Canva. L'autre partie, c'est les contrastes et les couleurs. Quand on parle de contraste et de couleurs, on parle d'accessibilité. C'est le contraste qui va faire qu'un visuel est percutant et qui va être impactant. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de visuels très contrastés. Il y a différentes façons de faire un visuel contrasté. D'abord, à gauche, on voit par exemple une infographie qui est très basique, hein, qui est de couleur grise, qui aurait pu être très fade, mais on a joué sur des contrastes simples avec le blanc et le jaune. Au milieu, on a le top du contraste. Il n'y a pas plus contrasté que des couleurs sur un fond noir. Et enfin, c'était pour vous montrer, la dernière, qu'on peut très bien faire un visuel contrasté avec tout simplement un fond blanc, du texte noir, et juste avec quelques touches de couleur. Il suffit vraiment de peu pour rendre un visuel contrasté. On n'est pas obligé de faire quelque chose de complexe. On continue ensuite avec l'équilibre et la hiérarchie. L'équilibre et la hiérarchie, c'est la question de l'harmonie. Quand on parle d'harmonie, on parle d'abord d'équilibre, comme on peut voir sur la slide d'après. Et donc, dans l'équilibre, on peut voir la différence. À gauche, on a fait en sorte d'équilibrer les éléments. On a du texte, des blocs et des photographies. On les a alignés pour qu'ils soient bien harmonisés et bien espacés sur le bloc. Et à droite, on a complètement quelque chose qui est déséquilibré. Et on a vraiment l'impression qu'à droite, le visuel est beaucoup moins percutant, alors que ce sont exactement les mêmes photos et les mêmes informations. Pareil pour la composition. Quand on parle de contraste, on parle aussi de composition, la façon dont on va disposer les éléments sur un visuel. Sur l'exemple que vous pouvez voir à droite, sur la slide suivante, on peut voir que les informations sont exactement les mêmes. On a juste utilisé les blocs pour apporter de la profondeur et du contraste. Et il a suffi simplement de mettre des blocs pour que ce visuel ait plus de profondeur, plus d'impact et qu'il soit aussi plus ludique. Donc, on n'a pas besoin de faire énormément de choses. Si vous débutez, amusez-vous avec les blocs et voyez ce que ça fait. Si déjà vous savez bien gérer les blocs, ce sera déjà très bien. L'espace, quand on fait un design, on parle de respiration. Les respirations, c'est les endroits sur votre visuel qui ne contiennent pas d'éléments, qui sont donc des espaces blancs, ce qu'on appelle aussi des espaces négatifs. Comme on peut voir sur cet exemple-là, on peut voir qu'il y a 2 visuels qui sont exactement similaires, mais à gauche, ça a l'air complètement déséquilibré, on a l'impression que tout se chevauche un petit peu. À droite, on a simplement réorganisé l'espace en ajoutant les blocs. Je vous l'ai dit, les blocs, c'est magique. Juste en ajoutant les blocs, et ça a structuré en fait le visuel et ça l'a rendu beaucoup plus clair. Enfin, le dernier pilier, mais non des moindres, qui doit être un peu comme un credo à chacune de vos créations, chaque fois que vous envisagez de faire un projet qui est en lien avec la formation, pensez toujours facile, pensez toujours simplicité. Il n'y a pas mieux pour assurer l'accessibilité, et puis surtout, il n'y a pas mieux pour assurer la compréhension intuitive, c'est-à-dire la compréhension qui va faire écho au levier naturel de notre cerveau et de notre part cognitive. On entre un peu là dans les outils et dans tout ce qui peut vous aider à créer des visuels. Alors évidemment, sur Canva, il y a beaucoup d'outils que vous pourriez utiliser, mais le but, c'est pas d'utiliser tous les outils, c'est simplement d'avoir les outils qui peuvent vous aider, vous, pour vos supports de formation. Je pense que vous avez bien compris l'approche, le fait qu'on est vraiment dans une période, dans une vraie transition au niveau de l'apprentissage, au niveau de la façon dont on va transmettre les connaissances et surtout dans la façon dont on va étoffer ses connaissances. Donc, on va aborder l'IA en premier lieu. Je pense que Fanny, tu as quelque chose à dire à ce Oui, bien sûr.
Merci pour ça. En effet, je te rejoins totalement, Afifia, en ce moment, et je pense que vous l'avez aussi tous et toutes vu, l'IA a pris une place énorme au sein du domaine pédagogique. On en entend parler un peu tous les jours. Et le but, en fait, aujourd'hui, c'est de prendre cet essor de l'IA grandissant et l'utiliser. Et en fait, faire à la fois concorder la présence de l'IA dans le contexte de formation comme en fait un nouvel outil avec bien sûr le rôle de formateur, formatrice qui reste présent aujourd'hui. Du coup, si on passe à la slide suivante, on était assez curieuse de savoir, vous de votre côté, que représente en fait l'utilisation de l'intelligence artificielle en formation. Est-ce que voilà, c'est quelque chose que vous utilisez déjà peut-être? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur ou au contraire qui vous intéresse? Donc voilà, n'hésitez pas à répondre à la question pour qu'on ait une meilleure visibilité aussi de votre côté de ce que vous pensez. Donc il y a quelques retours déjà. Je vois qu'il y a un atout qui ressort. À creuser, en effet, c'est un sujet qu'on creuse aussi, nous aussi de notre côté, parce que ça va vite et ça change aussi très vite. Pour revenir un peu à ce que tu disais, Afifia, au début, c'est vrai qu'il y a de grandes évolutions qui apparaissent. Un facilitateur, c'est vrai que c'est un bon terme pour définir l'IA aujourd'hui dans la formation. Assistant, en effet. Donc, ce qui rejoint ce que je disais, c'est-à-dire que le but, et c'est comme ça qu'on voit les choses aussi chez WooClap, c'est voilà, de se servir de l'IA, en fait, tout simplement pour gagner du temps dans, par exemple, l'élaboration de votre support pédagogique, dans l'élaboration de vos questions, mais pas, bien sûr, de vous remplacer. Merci beaucoup pour vos retours. On va pouvoir, je pense, stopper le nuage de mots. Donc, il y a quand même le mot assistant qui revient énormément. Donc, c'est assez intéressant. Merci pour ça. En effet, ça rejoint ce que je vous disais. Et du coup, pour vous expliquer un peu, chez WooClap, aujourd'hui, on a créé un outil, en fait, qui permet de générer des quiz et des flashcards, notamment pour faciliter l'apprentissage avec l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, comme je vous l'ai expliqué, le but de WooClap, c'est de créer des questions interactives pour en fait apporter plus d'interactivité et d'engagement dans le cadre de vos formations ou de réunions ou de webinaires, conférences, etc., comme je l'ai utilisé avec vous depuis le début de cet échange. Et en fait, utiliser Quiz Wizard, qui pour l'instant est un outil qui est gratuit et qui est accessible à tous et à toutes, permet en fait de se servir de l'intelligence artificielle pour créer plus facilement du contenu et des flashcards en concordance en fait avec vos questions sur WooClap. Donc voilà, le but en fait c'est d'adapter votre contenu en fonction de votre type de formation, de votre audience, des besoins qui ont été remontés et de gagner du temps tout simplement. Merci Fanny. Avec plaisir. Alors effectivement, le mot qui est sorti, c'est assistant, et c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, nous, donc, chez Canva, on a intégré l'intelligence artificielle, et c'est justement dans cette démarche d'assistance et de soutien et d'accélération, de facilitation qu'on a intégré ces outils-là sur Canva. Alors, on a intégré des outils qui sont propres à Canva, c'est-à-dire qu'en gros, ce sont nos techniciens qui les ont créés, mais on a aussi beaucoup d'outils qui sont reliés à OpenAI, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, en tout cas le logiciel qui a créé ChatGPT. Donc, Canva est vraiment un bon marchepied pour ceux qui n'ont pas encore pris l'habitude de l'IA, pour ceux qui n'ont pas encore pris le pied. Ça peut être une bonne entrée en matière, en tout cas une bonne façon de se familiariser à l'IA sans trop d'inquiétude. Là, on a créé quelque chose qui s'appelle le design magique. Aujourd'hui, quand vous allez sur Canva, vous allez rechercher tout simplement un template. Vous allez entrer le template et vous allez entrer le mot-clé et vous allez avoir une série de templates. Il est possible que le template ne vous convienne pas. Et donc, le design magique, c'est une option qui se rajoute au-dessus de vos templates. Vous allez pouvoir entrer 5 mots-clés
et vous allez pouvoir les générer. Si par exemple, je cherche une image avec une petite fille qui a, je sais pas, un par-dessus rouge, je vais le taper sur Canva, je ne vais pas en trouver, mais je vais utiliser Design Magique, je vais mettre petite fille par-dessus rouge, et il va me générer des images avec petite fille par-dessus rouge. En quoi c'est utile? C'est utile parce que c'est comme si c'était une bibliothèque dans une bibliothèque. Donc vous avez encore plus de propositions, et c'est la possibilité d'avoir des visuels qui sont encore plus personnalisés. Pour l'image, pour l'outil qui suit, on est toujours dans la même dynamique, donc toujours dans le fait de pouvoir créer quelque chose de façon facile. Là, encore, du texte à l'image. Là, vous n'êtes pas sur la recherche de template, vous êtes vraiment sur le bloc de travail. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez taper des mots qui vont coller au style d'image que vous allez avoir. Vous allez mettre, voilà, comme ici, par exemple, on a mis des poissons, on a sélectionné ensuite le type de visuel qu'on voulait, on voulait des illustrations, et ça nous a généré différentes images de poissons. Là encore, c'est une façon d'avoir des visuels, d'avoir une possibilité créative qui s'ajoute à celle de la recherche de template et d'avoir des visuels créatifs qui sont encore plus précis et encore plus personnalisés. C'est la même chose avec l'écriture magique, l'outil qui suit. L'écriture magique, qu'est-ce que c'est? Par exemple, vous allez créer un support de cours, vous allez créer une présentation. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir faire un récap de chacune des slides et il va rédiger lui-même le contenu. Vous n'aurez ensuite à personnaliser, à corriger ou à reprendre les textes qui sont déjà existants. Ça permet de gagner du temps. Ça permet un gain de temps assez conséquent, et plus vous allez gagner du temps, plus vous allez utiliser cet outil et plus vous allez gagner aussi en art de synthèse. Vous allez être de plus en plus synthétique parce que vous allez apprendre au fur et à mesure que vous l'utilisez. Donc ça aussi, c'est le côté cercle vertueux dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que en apprenant et en essayant de se familiariser à l'IA, on gagne vraiment des astuces et des modes de compréhension pour beaucoup mieux maîtriser l'apprentissage et la formation. On parlait de l'assistance juste avant. On a un outil, il suffit d'appuyer sur la touche majuscule et slash de votre clavier, et donc vous allez déclencher l'assistant Canva. L'assistant Canva, qu'est-ce que c'est? C'est un bloc qui va apparaître quand vous créez des visuels et il va vous faire des suggestions. Là, par exemple, on a un visuel, le bloc apparaît à droite et il fait différents types de suggestions. Il y a un exemple sur la slide d'après, un exemple en vidéo. Et sur cet exemple vidéo, on peut voir que là, il va me proposer des illustrations à ajouter qui sont exactement similaires aux illustrations que j'ai déjà ajoutées sur mon visuel. Ça, c'est votre assistant Canva. Ça va vous permettre de vous améliorer, ça va vous permettre de trouver des idées. Ça va vous permettre aussi d'avoir des visuels qui sont de plus en plus professionnels, parce que c'est comme si vraiment vous avez votre assistant personnel. On parlait d'assistance pour définir l'IA, on est exactement là-dedans. Un autre outil qu'on a et qui va apporter beaucoup d'intuitivité, c'est l'outil dessin. Aujourd'hui, jusque-là, il était possible de pouvoir griffonner un petit peu sur Canva, mais là, on a beaucoup plus de stylos, on a beaucoup plus de fonctionnalités. Vous pouvez l'utiliser également sur tablette. Donc, utiliser ça avec un stylet, c'est absolument génial pour rendre interactifs les cours, même pour travailler en équipe, par exemple. Ça permet d'apporter aussi beaucoup de créativité et d'instantanéité. C'est un outil qui est de plus en plus apprécié et de plus en plus utilisé. Un autre outil clé, et on va bientôt terminer, c'est le tableau de l'identité visuelle. En quoi c'est important de gérer votre tableau d'identité visuelle? En tant que formateur, en tant qu'institut, peu importe, vous avez une identité visuelle. Vous pouvez avoir un logo, des couleurs, des typographies. Le fait d'intégrer tous vos éléments ici, ça va faire que vous allez les retrouver ensuite sur la slide d'après. Je vais vous illustrer ça. Quand vous entrez tous vos éléments dans l'identité visuelle, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que lorsque vous allez créer un visuel, vous allez retrouver tous vos éléments à gauche. Vous n'avez plus ensuite qu'à cliquer sur votre palette ou sur votre typo pour adapter automatiquement le visuel à vos couleurs et l'adapter de façon contrastée, de façon correcte. C'est-à-dire que les couleurs seront ensuite adaptées de façon automatique, mais elles seront surtout optimisées. On le voit également dans la slide suivante, c'est exactement le même fonctionnement pour les typographies. Avec les typographies, ça fonctionne de la même façon. N'importe quel template que vous allez utiliser, vous pouvez l'adapter à la typographie que vous voulez. Ici, on arrive sur les tableaux blancs et les whiteboards, qui sont un des templates les plus populaires, qui va vous permettre de pouvoir créer des supports ultra interactifs. Je le mentionne uniquement pour vous aider à le visualiser, parce que c'est un outil. Aujourd'hui, par exemple, il y a des championnats de monde de mind mapping et de tableau blanc, parce que ça favorise justement le développement de toute la partie cognitive du cerveau. C'est un outil que je vous recommande d'utiliser. On termine avec le doc.
Le doc, c'est en gros l'équivalent du Google Doc, mais avec l'image. Voilà, c'est le Google Doc dans Canva. Vous allez pouvoir intégrer de la vidéo, des visuels, vous allez pouvoir travailler en équipe, vous allez pouvoir utiliser l'écriture et l'écriture magique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dire, par exemple, ben voilà, je veux un texte qui va parler de telle thématique et il va vous le générer automatiquement. Voilà. Sur la slide d'après, je vous ai mis, vous pouvez faire une capture d'écran. Ce sont tous les mots-clés les plus pertinents à utiliser chez Canva dans le cadre de la formation. J'ai précisé également que toutes les recherches se font en français, mais qu'elles peuvent également se faire en anglais pour avoir des templates différents et dans d'autres langues aussi. C'est une petite astuce d'utiliser Canva dans différentes langues pour avoir une proposition de template encore plus variée à chaque fois. Et puis, en dernière slide, pour conclure, là, vous avez vu que vraiment, on aurait pu en parler encore des heures, je pense. Mais ce que je voulais juste dire en conclusion, c'est que là, ce que vous voyez, quand on parle de design pédagogique, on parle d'une approche pédagogique qui évolue en même temps que les outils qu'on utilise. Et le design pédagogique, même si on ne l'appelle pas comme ça, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Ça fait très longtemps qu'on utilise la création de contenu et qu'on crée du contenu pour transmettre ou pour communiquer, pour échanger. Déjà dans l'ère préhistorique, l'art rupestre reflète ça, c'est-à-dire que on peignait sur les parois des cavernes pour pouvoir organiser la vie de la tribu, pour pouvoir échanger et communiquer. Avec l'arrivée du livre, on a utilisé aussi un autre ressort de design pédagogique pour transmettre de l'information. Ça s'est accéléré avec l'imprimerie. Arrivé avec les ondes, on a eu un rapport avec l'image qui a sollicité d'autres parties de notre cerveau qui étaient jusque-là, en tout cas, pas sollicitées de la même façon. Et là, on est rentré dans l'ère du digital. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est vraiment au tout début de l'ère du digital. Là, ce qui est en train de se passer dans l'apprentissage, dans les outils qu'on utilise, c'est vraiment le tout début. C'est pour ça que même si on utilise ces outils-là pour favoriser l'apprentissage, pour donner des formations, on est obligé de se former soi-même en continu. Et c'est un petit peu ça que je voulais conclure pour la fin. C'est-à-dire que le design pédagogique, c'est pas un savoir qui est figé, c'est un savoir qui est en constante évolution. Et on sait que dans les mois qui viennent, c'est même pas dans les années à venir, c'est dans les mois qui viennent, il va y avoir beaucoup, beaucoup de changements. Et ce train, c'est maintenant qu'il faut le prendre. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Afifia, pour tous les éléments. Je pense que maintenant, il y a plein de clés dispo pour justement vous aider à créer vraiment des formations inoubliables, je dirais. Pour reprendre rapidement avec les quelques minutes qui nous restent, même si on dépasse déjà un petit peu, et désolé pour ça, il y a quelques questions que je vais mettre en avant de terminer ce webinaire. Il y avait une première question sur WooClap, qui demandait si c'était RGPD. Donc, évidemment, oui, on met vraiment un point d'honneur à respecter les normes RGPD. Et si vous avez besoin de plus d'informations, de documents spécifiques, on a aussi tout préparé de notre côté. Donc, voilà, n'hésitez pas à me contacter. J'ai mis mon mail dans le chat. Et sinon, il y a des questions sur Canva. Donc, il y a une première question d'Emeline qui demande si le design magique est payant. Alors, le design magique, il est payant pour l'instant, mais on a réactivé la possibilité de l'essayer en gratuit. Donc, pour ceux qui ont déjà pris l'essai gratuit de Canva, vous pouvez le réactiver, voilà, pour tester le design magique et puis tous les outils liés à l'IA. Ok, super. Et du coup, il y avait une autre question qui était assez similaire. C'était la même question, en fait, je pense, je suppose. Demander si c'était payant pour les autres fonctionnalités qui ont été présentées. Non, il y a des fonctionnalités qui ne sont pas payantes. Le dessin, par exemple, vous pouvez le tester déjà. L'assistant, vous pouvez le tester déjà. Tout ce qui est en lien avec l'identité visuelle, peut-être que c'est limité, mais vous pouvez tester déjà à la base, complètement. Ok, hyper clair. Merci pour ça. Une autre question. Est-ce que c'est possible d'intégrer une présentation Canva dans un LMS? Je n'ai pas... Ah oui, tout à fait. Oui, c'est tout à fait possible. C'est complètement possible. Ouais, depuis quelques mois. Ok, super. Merci pour ça. Il y a une question sur WooClap. Est-ce que c'est possible d'utiliser WooClap en mode asynchrone? C'est possible, c'est déjà le cas. Donc voilà, vous avez une fonction au rythme du participant qui permet de créer des questionnaires WooClap interactifs en asynchrone, donc au rythme de votre participant, c'est-à-dire que vous créez le même type de questions interactives que je vous ai rapidement montré, et en fait, les personnes vont pouvoir répondre à leur rythme. Donc ça permet d'avoir cette partie à la fois synchrone et asynchrone qui est possible sur WooClap.
Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on est déjà à 5 minutes dépassées du webinaire. Je souhaite vraiment vous remercier à tous et à toutes pour tous ceux qui ont été avec nous aujourd'hui. J'espère que ça s'est bien passé et que voilà, vous avez appris des choses et que ça vous a intéressé. En tout cas, à la prochaine et bonne fin de journée. Et merci aussi à Fifia d'avoir été présente avec moi aujourd'hui et d'avoir Avec développé plaisir. des Avec très plaisir. intéressantes. Merci, au revoir tout le monde. Merci, au revoir.